Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, on est au CRUF et cette année, le sujet principal s'est centré sur l'innovation, essayer d'imaginer un petit peu la réanimation du futur. Et après cette très belle présentation de ce matin du docteur Goulnock, on comprend bien que le défi à venir des prochaines années, pour nous professionnels de santé, c'est bien d'intégrer les technologies basées sur l'intelligence artificielle dans notre exercice au quotidien. Donc l'objectif de ma présentation aujourd'hui est de vous donner un aperçu et essayer de vulgariser le fonctionnement du deep learning, une branche spécifique de l'intelligence artificielle, afin de comprendre en quoi ça va révolutionner nos pratiques et de pouvoir imaginer tout le potentiel de cette technologie et ainsi également les limites que ça peut apporter. Donc tout au long de la présentation, je vais essayer de m'appuyer sur un exemple qui est fictif actuellement d'une gestion automatisée de l'analgésie-sédation chez des patients qui sont en réanimation intubés ventilés. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec un cas pratique. Voilà, il est 19h, vous allez essayer d'imaginer un petit peu le scénario. Il est 19h, vous venez de prendre votre poste et vous allez prendre en charge M. Gaston. Vous le connaissez, vous vous en êtes déjà occupé hier et il se trouve qu'il est dans la chambre numéro 8. Voilà, c'est un patient de 45 ans qui est alcoolotabagique, douloureux chronique, qui prend des traitements morphiniques quotidiens pour des lombalgies. Donc il a été admis aux urgences il y a 72 heures suite à une chute dans les escaliers dans un contexte d'alcoolisation aiguë. Voilà, M. Gaston est arrivé aux urgences, il est comateux, il est intubé immédiatement. Et finalement, il est conduit au scanner qui retrouve des fractures costales, sans volet, un pneumothorax, rien d'autre, notamment au niveau crânien. Donc il est drainé immédiatement aux urgences et après le scanner, il est admis en réanimation. Donc ça fait maintenant 3 jours qu'il est intubé et sédaté dans le service. Voilà, vous prenez votre poste et vous entrez dans la chambre. Et donc là, vous observez une scène assez incroyable. Vous voyez un jeune réanimateur en stérile, drain à la main, qui vous explique que le pneumothorax s'est reconstitué et qu'il va devoir à nouveau reposer un drain. Donc vous observez le patient, vous voyez les traits du visage sont tendus, il a une petite larme à l'œil et les membres supérieurs sont crispés, il est contentionné et il a arraché la saturation est dans le lit. Donc vous observez le scope, il est hypertendu, il a une tension à 180-80, il est tachycarde. Vous observez le respirateur, vous voyez qu'il est ventilé en contrôlé, qui déclenche et qu'il y a de nombreuses asynchronies. Donc vous tournez cette fois-ci vers les pouces seringues et vous observez que le propofol 1% est à débit 15 ml/h et qu'il a également de l'Ultiva à 100 gamma ml à 4 ml/h. Voilà, donc si je vous demandais à chacun d'entre vous d'évaluer, on va dire, le niveau de confort du patient sur une échelle qui n'existe pas, mais une échelle par exemple sur 0 à 100, très probablement que la majorité d'entre vous, professionnels de réanimation, vont coter un chiffre proche de 100, mais c'est très peu probable que tout le monde ait exactement la même évaluation. De la même manière, si je vous demandais qu'est-ce que vous auriez fait dans cette situation, quelle adaptation thérapeutique vous auriez fait, c'est très probable qu'il y ait une grande variation de soignants. Tout le monde ne donnerait pas exactement la même réponse. Donc, on va essayer de revoir ce cas avec Delphine. Delphine, c'est une infirmière de réanimation qui a 15 ans d'expérience. Et donc, voilà, elle rentre dans la chambre, il est 19h. Voilà, cette information-là peut paraître pas forcément pertinente. Pourtant, c'est l'heure de la relève. On est quand même un peu à distance du dernier tour. Et on sait qu'à ces heures-là, potentiellement, les patients sont peut-être un peu plus inconfortables. Ensuite, elle s'occupe de M. Gaston. C'est quelqu'un dont elle s'est déjà occupée. Elle a déjà eu des interactions avec lui. Elle lui a déjà fait des soins qui étaient potentiellement douloureux, pour lesquels elle avait dû faire une analgésie plus ou moins adaptée. Voilà, ce patient, il est dans la chambre numéro 8. C'est peut-être l'information la moins pertinente de tout ce cas. Ensuite, elle sait très bien que le patient est alcoolotabagique, qu'il est douloureux chronique et que c'est un patient qui va consommer plus de morphinique ou plus de sédation qu'un autre patient. Elle le sait parce qu'elle a une longue expérience de la réanimation. Ensuite, c'est un patient qui a des fractures costales et elle en a déjà vu pas mal de patients avec des fractures costales et c'est vrai qu'ils sont extrêmement douloureux, ces patients-là. Ensuite, la situation, elle voit un jeune réanimateur qui pose un drain. Voilà, il faut dire déjà qu'il est jeune, il n'a pas une très grande expérience.
Voilà. Et c'est un réanimateur, il n'a pas eu de formation d'anesthésie, donc peut-être que le geste va être un tout petit peu plus long. C'est possible. Elle le connaît, ce jeune réanimateur, elle a déjà bossé avec lui, et c'est vrai qu'il a un peu plus de mal que ses collègues dans les gestes. Lui, c'est plutôt les problèmes métaboliques qu'il gère. Donc, elle sait déjà que ça va potentiellement être un peu plus compliqué. Ensuite, elle voit que le patient est tendu, qu'il a une tension artérielle élevée, qu'il a une fréquence cardiaque élevée, qu'il y a de nombreux déclenchements. Voilà, elle est persuadée que là, le patient il est très inconfortable et qu'il va falloir faire quelque chose. Donc, pour ce patient-là, elle voit que le débit est de 4 ml/h et elle, dans ses habitudes, elle peut facilement doubler la dose. Donc, elle va décider de faire un bolus de propofol de 5 ml et d'augmenter le débit d'Ultiva à 4 ml. Voilà. Si jamais c'était un autre soignant qui était rentré dans la chambre, peut-être qu'il aurait fait autrement. Et si cette même situation-là, c'était un jeune anesthésiste cette fois-ci, un anesthésiste, lui, quand il y a un patient qui est sédaté, ventilé, et qui doit faire un geste, le réflexe sous-cortical, c'est le bolus de Nimbex. Donc, on fait un bolus de Nimbex, et cette fois-ci, peut-être que quand elle serait rentrée dans la chambre, le patient serait parfaitement calme, le visage totalement détendu, les membres supérieurs complètement détendus. Mais voilà, avec son expérience de 15 ans de réanimation, elle a remarqué la petite larme à l'œil, la tension à 18 et la fréquence cardiaque à 140, et peut-être qu'elle aurait fait exactement les mêmes adaptations thérapeutiques. Voilà, c'est pour vous expliquer qu'il y a de très nombreux facteurs à prendre en compte dans notre évaluation. On a tous une perception propre d'une situation, on l'intègre en fonction de notre expérience vécue avec ce patient, avec nos expériences vécues d'autres situations similaires, et finalement l'action que l'on va faire va différer d'un soignant à l'autre. Donc c'est pour ça que si on devait un petit peu comparer la médecine, on pourrait dire que ça ressemble un peu à un exercice un peu comme de l'art, quoi. On peut essayer de comparer un peu ces deux choses. Il y a quelque chose de subjectif, il y a une expérience, un ressenti. Et donc, actuellement, on essaye par tous les moyens d'objectiver, parce que la médecine, c'est aussi une science qui doit être objective. Il faut essayer de rationaliser toutes les prises en charge, essayer d'uniformiser les prises en charge, de gommer cette variabilité interindividuelle. Et donc, on a développé tout un tas de scores et d'échelles. On a essayé de faire des scores sur à peu près tout. Des scores diagnostiques, des scores de gravité, des scores pronostiques, d'efficacité du traitement. Donc, tout doit être protocolé. On a essayé de protocoler tout ce qui était protocolable. La gestion des HNF, la glycémie, l'insuline, la nutrition, la gestion de la sédation, de l'analgésie. En gros, il y a de moins en moins de place pour laisser vivre un peu son imagination et son talent en réanimation. Donc la gestion actuelle de la sédation-analgésie, donc l'objectif c'est bien d'améliorer la tolérance aux soins pour le patient. Donc les risques liés à une sédation-analgésie inadaptée, c'est potentiellement augmenter la morbimortalité des patients admis en réanimation. Déjà parce qu'une sédation qui serait insuffisante pourrait provoquer des agitations, des auto-extubations, des arrachages de cathéters. Et à l'inverse, une sédation excessive peut provoquer des retards de réveil avec une augmentation de la durée de la ventilation mécanique, une augmentation de la durée de séjour en réanimation, des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique, des escarres. Voilà. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'adapter aux besoins réels du patient. Donc, les adaptations thérapeutiques doivent donc être pluriquotidiennes. Donc ça passe par des évaluations qui doivent être fréquentes, au mieux toutes les heures. Donc pour ça, on a des échelles qui sont standardisées, qui sont reconnues. Et donc par exemple, pour la gestion de la douleur, on peut citer le BPS. Pour la gestion de la sédation, de la profondeur de la sédation et du niveau d'agitation, l'échelle RASS. Donc par exemple, l'échelle RASS, donc on a une échelle qui est symétrique avec des valeurs positives liées à l'agitation et des valeurs négatives, la sédation. Plus le score est négatif, plus le patient, on va dire, est comateux. On a le BPS qui prend en compte 3 critères. Donc, le visage, l'expression faciale, la tonicité des membres supérieurs et l'adaptation au respirateur. Voilà. Donc, on va ensuite utiliser des protocoles qui sont très rigides. Voilà, on va dire, voilà, on commence pour tous les patients à débit débitant de propofol et d'Ultiva. Si le patient, on évalue en premier la douleur, si le patient est jugé douloureux avec l'échelle BPS, alors il va falloir monter l'Ultiva. Si jamais
si jamais il est trop agité, on va monter et faire un bolus de sédatif. Et inversement, s'il est trop sédaté, on va lever la sédation. Voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment, on va dire, ça ressemble énormément à des anciens logiciels informatiques très classiques avec un enchaînement d'instructions conditionnelles. Si on est dans cette situation, alors on fait ça. Voilà, il y a encore une fois pas de place à l'imagination. Mais c'est vraiment le standard actuel d'utiliser ces échelles et c'est recommandé. Il faut que l'échelle soit simple, qu'elle soit rapide, qu'elle soit reproductible, afin de donner à n'importe quel soignant des outils pour évaluer de manière satisfaisante la sédation et le niveau d'analgésie du patient. Voilà, très rapidement, je vais vous décrire un petit peu un cerveau humain. C'est un schéma extrêmement simplifié. Donc, on va avoir une perception avec les sens d'un certain nombre d'informations qui peuvent venir de la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, et des neurones spécifiques vont venir capturer ces informations. Ensuite, ils vont venir communiquer avec plusieurs milliers d'autres neurones. Il faut bien se rendre compte qu'un seul neurone humain est connecté entre 1000 et 10 000 autres neurones. Et finalement, entre la prise d'information et la prise de décision, l'information va traverser un réseau complexe de plusieurs milliards de neurones avec une capacité d'apprentissage et d'influence des expériences passées sur le résultat final. Donc, pour avoir un ordre d'idée, le cerveau humain, c'est 1,5 kg et il y a plus de 100 000 milliards de signaux synaptiques produits chaque seconde entre les neurones. Voilà, dès qu'on a commencé un petit peu à comprendre comment tout cela fonctionne, des scientifiques ont voulu reproduire l'architecture du cerveau humain et son fonctionnement. Et donc, c'est la naissance du deep learning avec des réseaux de neurones artificiels. Donc, l'idée, c'est de créer une architecture, une boîte vide. On lui présente des informations et elle va devoir trouver la réponse appropriée. Donc, elle va observer, elle va apprendre et elle va définir elle-même ses propres règles de fonctionnement et s'auto-ajuster en permanence pour toujours donner des approximations de plus en plus précises. Donc, si on devait schématiser, rendre très simple la chose, un réseau de neurones artificiels le plus simple, c'est le perceptron. Donc, c'est un réseau de neurones à propagation avant à une seule couche. Donc, en fait, on a des valeurs d'entrée. C'est des données qui arrivent et qui vont être captées par un neurone de la couche d'entrée. Chaque neurone est attribué à une valeur d'entrée, une variable. Ensuite, le neurone de la couche d'entrée est directement relié au neurone de la couche de sortie dans ce schéma qui est extrêmement simple. Et le neurone de la couche de sortie va donner ensuite une prédiction Y'. Donc, en fait, chaque connexion entre neurones est attribuée un poids qui va pondérer l'intensité du signal. Et en fait, l'intelligence artificielle va venir adapter ce poids en fonction de l'intérêt, on va dire, de la valeur d'entrée, de la variable dans la prédiction finale. Donc, la fonction d'activation. Donc, on a les valeurs d'entrée qui arrivent, par exemple, des informations qui est ensuite pondéré par un poids pour arriver vers le neurone de la couche de sortie ici. Et donc, il va recevoir une intensité de signal qui est égale à la valeur d'entrée, x1, fois le poids numéro 1, plus x2 fois le poids numéro 2, et ainsi de suite. Et donc, cette valeur va ou pas activer le neurone pour donner une prédiction. Donc, il y a des fonctions d'activation diverses, mais les plus connues, voilà, c'est la fonction de seuil qui va renvoyer un 0 ou un 1, un oui ou un non. Le signal passe ou pas en fonction de l'intensité des signaux qui vont lui être reçus. Ou bien, on a une fonction, par exemple, qui est sigmoïde, qui va sortir une probabilité, une intensité, entre 0 et 1. Voilà, c'est très intéressant pour essayer de prédire de donner une probabilité d'un événement, par exemple. Donc, par exemple, si on voulait, par exemple, automatiser le BPS, avoir une machine qui nous donne le BPS en temps réel, donc on pourrait, par exemple, lui proposer 3 valeurs d'entrée, l'expression faciale, qu'on pourrait récupérer par l'EMG,
ou bien par des technologies de vision par ordinateur. C'est d'autres intelligences artificielles qui sont capables de déterminer l'expression faciale du patient. Des données issues du respirateur, est-ce qu'il déclenche ou pas, la posture du membre, et voilà, chaque signal, on va dire, est pondéré par un poids, et ici le poids est proche de 1, il est élevé, c'est-à-dire que c'est vraiment une variable d'intérêt pour estimer la valeur du BPS. Donc c'est normal parce qu'ils font partie justement de ce score. Et donc si on demandait à partir de ces images à la machine de nous trouver le BPS du patient, elle pourrait estimer par exemple que c'est un BPS à 6. Donc c'est vraiment une valeur qui est estimée, ce n'est pas forcément la valeur réelle, mais c'est ce que le logiciel va nous prédire. Donc en complexifiant un petit peu les choses, on ne va pas donner seulement 3 entrées à une intelligence artificielle. Elle est capable de récupérer des données qui peuvent venir du dossier médical, des antécédents, des résultats d'examens biologiques, paracliniques, du scope, récupérer en temps réel la fréquence cardiaque, la tension, enfin tout ce qu'on peut avoir dans une chambre de réanimation, le respirateur, capter l'expression faciale douloureuse, les thérapeutiques en cours, les thérapeutiques qu'il a déjà eues, depuis quand il est en réa, c'est quoi le motif d'admission. Voilà. Et ensuite, l'intelligence artificielle va elle-même pondérer les poids en fonction de la qualité de l'information. Par exemple, le fait qu'il soit dans la chambre numéro 8, ça importe peu. Et si on l'avait mis en entrée, l'intelligence artificielle se rendrait compte rapidement que c'est une variable qui n'a aucun intérêt et elle va le pondérer avec un chiffre très proche de 0. Donc ici, on complexifie encore un petit peu les choses. On a toujours nos variables d'entrée, mais il y a des couches, en fait, c'est du deep learning, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches qui sont intermédiaires, c'est des couches cachées. Et en fait, c'est des neurones qui vont se spécifier vraiment dans des tâches précises. Et en fait, il va y avoir des connexions qui vont se faire aléatoires, voilà, qu'on n'a pas forcément la main dessus. Et par exemple, dans le cas de ce patient, on voit qu'il a une tension artérielle avec un chiffre qui sera 0,9, c'est très proche de 1, donc c'est une tension élevée qui doit être très élevée. Ici, il y a un TOF à 0, donc le patient est curarisé. Il ne déclenche pas l'expression faciale douloureuse, il n'y en a pas du tout. Et dans les thérapeutiques en cours, il y a un curare. Donc là, on voit au milieu que le neurone, au milieu qui est barré, reçoit des informations du TOF, des traitements notamment justement du curare, que le patient ne déclenche pas, et l'expression faciale douloureuse à 0. Et dans cette situation-là, avec une fonction d'activation qui va venir inhiber, par exemple, si jamais le signal est trop fort, l'intelligence artificielle va venir bloquer le signal et donc va laisser d'autres voies pour estimer le niveau de confort du patient. Parce que voilà, en pratique, un soignant, quand il rentre dans une chambre, si le patient est curarisé, il ne va pas prendre en compte l'expression faciale du patient ou pas pour dire si le patient a mal ou pas. Et en fait, l'intelligence artificielle d'elle-même, en adaptant les poids, va être en mesure de comprendre que lorsque le patient est curarisé, alors l'expression faciale douloureuse n'a rien à voir avec le fait que le patient soit confortable. Donc comment les modèles d'intelligence artificielle finalement apprennent, c'est en fait, on va leur présenter, par exemple, dans cette situation-là où on veut deviner le BPS, on va lui donner des données et des données avec la solution des experts ou en fait ce que le soignant a fait. Par exemple, on lui donne ici plein d'évaluations de BPS avec le score à côté. Et l'intelligence artificielle va venir adapter tous les poids de tous les neurones jusqu'à pouvoir, au bout d'un moment, donner sa propre prédiction. On va lui donner une situation, on va lui dire c'est quoi le BPS, et il va nous dire c'est 3. Voilà. On ne sait pas forcément comment il a fait pour le trouver, mais c'est une prédiction qui doit se rapprocher un petit peu de la réalité. Donc, l'entraînement, comment ça fonctionne concrètement Initialement, on prend par exemple des données, ici on n'en prend que 3, l'expression faciale, le respirateur, la posture des membres. Ces données vont arriver au niveau du premier neurone, les neurones d'entrée. On voit ici que tous les poids ont été initialisés à 0,5. Donc voilà, pour l'instant, elle n'est pas réglée, on va dire, l'intelligence artificielle. Donc ça sort une prédiction à 6. Il nous dit, voilà, l'intelligence artificielle, moi je pense que le BPS il est à 6. Et en fait, on va venir comparer à la valeur réelle. Et la valeur réelle que le soignant a dit, il estime que le patient a un BPS à 10.
Donc en fait, il y a une erreur. Et donc il faut pouvoir quantifier cette erreur, et c'est la fonction coût. Donc en fait, on va faire la différence entre la valeur prédite et la valeur réelle. On va la mettre au carré pour lui donner une forme. Voilà, cette forme-là. Donc la fonction coût, c'est une fonction au carré. Donc plus on s'éloigne de la vérité, plus l'erreur est importante. Donc la première fois, il va trouver 6. Il va se dire, voilà, là j'ai sous-estimé un petit peu par rapport à la réalité de la courbe. Donc voilà, c'est un algorithme qu'on appelle un algorithme du gradient qui va venir calculer une dérivée. En fait, c'est juste calculer la dérivée, c'est-à-dire tracer une tangente et calculer la pente. On regarde si c'est positif ou négatif. Ici, c'est négatif, donc on va tourner tous les curseurs des différents poids dans un sens et on va lui présenter exactement les mêmes données et on va recalculer avec les poids qui ont été adaptés. Et cette fois-ci, on voit qu'on va arriver de l'autre côté. Donc cette fois-ci, par exemple, il estime que le BPS est à 11, alors que la réalité est à 10. Donc cette fois-ci, on recalcule à nouveau un algorithme du gradient, c'est un calcul de dérivée, la tangente, on voit que c'est dans l'autre sens qu'il faut adapter. On tourne le curseur cette fois-ci dans l'autre sens, et en fait, on répète cette opération plusieurs fois, et au bout d'un certain temps, on va arriver vers une fonction coût qui est minimisée. On a minimisé la fonction coût, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle a trouvé le point le plus bas où l'erreur est la moindre, on va dire. Donc si on reprend l'exemple plus concrètement, l'expression faciale arrive, on a nos poids à 0,5, 0,5, 0,5, on a une propagation vers l'avant de l'information qui va traverser le neurone avec des poids à 0,5 sur chaque élément. On va se retrouver avec une valeur à 6. On va calculer la fonction coût, on se retrouve ici. On va essayer de la minimiser avec l'algorithme du gradient. Et ensuite, il y a une rétropropagation de l'information qui va venir corriger chaque poids. Ensuite, on répète l'information à nouveau. On met exactement les mêmes données d'entrée. Les poids sont adaptés. Et cette fois-ci, on se retrouve à 11. On répète à nouveau l'algorithme du gradient, calcul de dérivée. Et on vient rétropédaler à nouveau, rétropropager en arrière. Et on vient adapter, affiner les poids donnés à chaque liaison. Et voilà, au bout de quelques itérations, l'intelligence artificielle est capable d'estimer le BPS, on va dire, du patient. Et donc en fait, cette opération-là va se répéter sur des dizaines de milliers de situations, parce qu'en France et dans le monde, énormément de patients sont en réanimation et on utilise des échelles pour quantifier le niveau de douleur ou le niveau d'analgésie. Et donc c'est très probable que dans les années à venir, on se retrouve avec des intelligences artificielles qui sont capables en temps réel de nous donner le niveau de confort du patient, le niveau de sédation et le niveau de douleur. Donc en fait, voilà, c'est extrêmement complexe. C'est des réseaux on code finalement que l'architecture, on va dire, du réseau. Et ensuite, on lui dit, débrouille-toi avec les données que je te donne. On uniformise les données. Donc il y a des données qui peuvent venir du dossier médical, de l'ensemble des appareils dans la chambre de réanimation. Et finalement, l'intelligence artificielle va être capable d'apprendre de ses erreurs, de s'auto-ajuster. Et voilà, et c'est vraiment quelque chose qui est basé, on va dire, sur une expérience commune qui va voir des millions de situations et des choses que peut-être un réanimateur ou un infirmier en réanimation ou un aide-soignant ne verra jamais dans sa carrière. Mais l'intelligence artificielle peut être capable d'identifier ce genre de choses et de lever des alertes. Donc on peut imaginer par exemple avoir une aide qui est capable de nous donner la profondeur de la sédation en temps réel, le niveau d'analgésie, et de proposer éventuellement des adaptations thérapeutiques et peut-être dans 10 ans, 15 ans, avoir une boucle de gestion automatisée de la sédation-analgésie. Donc ça pourrait permettre de lever des alertes, de prévenir les états d'agitation, nous dire attention, dans 15 minutes le patient va s'auto-extuber si on n'agit pas, et de toujours chercher la sédation, on va dire, la plus adaptée pour ce patient-là en particulier, dans cette situation-là en particulier. Voilà, parce que les protocoles qu'on a actuellement, c'est vraiment, on va dire, simplifier au maximum la complexité de la gestion pour justement rendre la chose objective et reproductible entre les divers soignants. Donc je pense que dans les années à venir, l'intelligence artificielle va vraiment complètement bouleverser notre façon de voir
voir la médecine, nos pratiques et même peut-être la recherche. Voilà, on se posait la question tout à l'heure de savoir quand débuter la dialyse. Peut-être que l'intelligence artificielle va toutes les heures nous dire, nous donner la mortalité à 30 jours du patient si jamais on débute la dialyse maintenant ou pas. Et ça peut rentrer en compte dans notre exercice, quoi. Voilà, merci. Merci Camille. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, moi, pour reprendre l'exemple dont tu parles, de ce drainage un peu houleux, l'intelligence artificielle, comment elle va capter que c'est un jeune réanimateur, toutes ces données-là, finalement, que le soignant, lui, perçoit tout de suite. On imagine mal l'intelligence artificielle complètement remplacer ça. En fait, ça existe déjà. En Chine, par exemple, on se balade dans la rue, on sait exactement qui est où, à quel endroit, en temps réel. Et on peut très bien imaginer une caméra qui serait dans la chambre de réanimation et savoir quelle équipe est présente. S'il y a de l'agitation ou pas en salle, ça peut rentrer en compte. L'ambiance générale, on va dire, dans la chambre de réanimation peut être prise en compte. Par exemple, là, on calcule le BPS. Quand nous, on calcule le BPS, on prend en compte vraiment les 3 critères de l'échelle, finalement. Mais peut-être que si on cachait à l'intelligence artificielle une de ces données, juste avec le contexte qu'il y a dans la chambre, avec la tension et tout, elle est capable de l'intégrer, on va dire, alors que nous, voilà, on ne la regarde pas. Et c'est pour ça que ce matin, on disait que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très flou, c'est une boîte noire, on ne comprend pas comment ça marche. Et finalement, elle est capable de nous donner des prédictions sans vraiment pouvoir nous l'expliquer. Donc, quelquefois, il faut pouvoir, on devra peut-être lui faire confiance ou pas. Mais voilà, c'est une question intéressante. Merci. Alors, une petite question. Est-ce que tu penses que si on les permet d'apprendre, au moment donné, l'intelligence artificielle va nous dire ces malades, il faut les remplir parce que sinon, il vaut le mieux si on les remplit. Si on les dialyse tout de suite, il va mourir 3 fois moins que si on les dialyse demain, etc., etc. Ça pourrait nous prédire un peu qu'est-ce qui va passer, anticiper. C'est quasiment certain que elle va. En fait, elle est capable d'analyser ce qu'on fait, en fait, de regarder ce qu'on fait et de voir ensuite la conséquence de nos actes. Et elle va apprendre de ça pour ensuite, quand elle sera dans une nouvelle situation, nous dire voilà, dans cette situation-là, tous les patients que j'ai vus, par exemple, ils sont décédés. Et bien là, on pourrait décider d'arrêter la réanimation. Ou pas. Mais voilà, elle va pouvoir nous dire, ou bien voilà, dans cette situation-là, la meilleure chose à faire pour améliorer la mortalité à 1 semaine, 2 semaines, c'est de commencer de la noradrée à tel débit. Mettez les antibiotiques, voilà, faire des choses. Exactement. Et pourrait décider à quel moment mettre les antibiotiques, voilà. les switcher, etc. Exactement. Sincèrement, je pense pas. Quel que soit le corps de métier, je suis pas sûr qu'on puisse être vraiment remplacé parce que si on regarde par exemple dans l'aviation, aujourd'hui un avion il est capable de décoller, d'atterrir tout seul, il est capable d'analyser s'il y a un problème ou pas à bord et le pilote sera toujours dans l'avion. Si, c'est possible. Ça, je pense que l'expérience, mais on le voit déjà aujourd'hui. J'étais interne encore l'année dernière. Je passais énormément de temps en salle au bloc opératoire et après 1 an et demi, 2 ans de réa, et ensuite maintenant où je délègue pas mal de choses et je suis plus beaucoup. Enfin, je reste quand même en salle, mais moins qu'avant. Je vois bien que j'ai moins de dextérité, on va dire, pour gérer la profondeur de la sédation analgésique, quoi. Comment ? C'est possible, mais c'est pareil c'est pareil dans toutes les situations. Dès qu'on délègue des choses, on peut perdre un peu d'expérience et le jour où l'intelligence artificielle va lâcher,
et qu'on se retrouve tout seul, peut-être qu'on aura un peu moins d'expérience. Une dernière question pour Alexandre. Pas sûr, ça. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je suis Alexandre Benoît, je suis ingénieur biomédical et infirmier anesthésiste. J'ai adoré votre topo. Je voulais simplement revenir sur le fait qu'à partir du moment où un logiciel va donner une indication thérapeutique, c'est un dispositif médical et donc il répond au marquage CE. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez des logiciels qui sont par nature bridés et ils sont validés CE. Vous nous parlez en fait du futur, l'analyse prescriptive, comme on l'appelle, c'est l'IA. Pensez-vous que demain, vous, soignants, et puis le législateur va autoriser l'analyse prescriptive et va permettre en fait à l'IA d'être libérée? Sincèrement, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a toujours une évolution, et si ça ne se fait pas dans quelques années, ça se fera plus tard, parce qu'à un moment donné, il y aura tellement, on va dire, d'évolution, on verra tellement le bénéfice que ça peut avoir pour le patient, si on arrive à diminuer la mortalité, ce genre de choses, qu'on va lui laisser petit à petit les choses. Et c'est des discussions, on va dire, dans le droit qui sont assez complexes. C'est pareil, parce que, par exemple, pour construire une intelligence artificielle, il faut énormément de données. Et comme on l'a soulevé ce matin, ces données, c'est dans le dossier médical. Est-ce que c'est très éthique de laisser une intelligence artificielle balayer tous les dossiers médicaux des patients pour faire les connexions, les liens? C'est pas sûr. Et à l'avenir, très probablement que dans ce domaine, il y aura de plus en plus de libertés qui seront données pour la recherche, en tout cas. Une dernière intervention. Dernière petite chose, juste par rapport à ce que vous disiez, c'est intégré dans les dispositifs médicaux, et c'est donc en 2A ou 2B dans les dispositifs médicaux, c'est intégré, l'intelligence artificielle fait partie d'un dispositif médical. Merci beaucoup pour votre présentation, c'est vraiment très très bien. Enfin, j'aime beaucoup la façon dont vous présentiez, la façon dont c'était perçu par les gens, parce que ces zones où on voyait en rouge et en plus petit, c'est comme ça qu'on perçoit les patients. On ne les perçoit pas de la même façon, on est humain, enfin, on a une perception qui est différente, et ça c'est très important dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on peut passer à côté de certaines choses. Et puis la dernière chose importante par rapport à ce que vous disiez, le risque quand même, et je vous le dis, c'est ce qu'on appelle la conscience de la situation, c'est-à-dire que quand on délègue trop, on n'est plus conscient de la situation, et en aviation, on les oblige à reprendre la main de façon régulière pour justement garder cette conscience de la situation. Et si ça, c'est les sujets qui vous intéressent, il y a un groupe qui s'appelle le groupe Facteurs Humains en Santé. Ce sont des soignants, médicaux, paramédicaux qui travaillent sur ces sujets-là, et je vous invite à nous rejoindre. Grosse pub. Merci. Merci.